Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode du podcast de Tisane et Jazette. Mon nom est Brigitte et merci d'être là aujourd'hui avec moi. Pour commencer, je sais que je me répète en chaque début d'émission, mais faut comprendre que je suis la seule à me promouvoir, à promouvoir le podcast. Donc, n'oubliez pas de partager cet épisode si c'est un sujet que vous avez trouvé intéressant ou si vous pensez que ça pourrait intéresser quelqu'un. Laissez-moi des commentaires en dessous de la vidéo si vous l'écoutez sur YouTube. Et si vous l'écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez prendre 10 secondes, ça prend littéralement 10 secondes. Allez cliquer et allez donner une note. Donc, en bas, dans Apple Podcast, vous allez avoir des étoiles, puis vous pouvez cliquer là-dessus et me donner un avis. Ça va me faire plaisir et ça va permettre au podcast de se faire connaître. Donc, je vous rappelle un petit peu le but de la plateforme Tisane et Jazette, c'est vraiment, je vous partage mes expériences de vie, des trucs que je teste, des trucs que j'essaye, j'échange avec des gens et l'important c'est le partage et essayer d'apporter un petit peu de bonheur et de bien-être dans la vie des gens. Donc, un petit peu de sourire et un petit peu de chaleur dans votre vie. Donc, si c'est quelque chose que j'arrive à faire, s'il vous plaît, ne vous gênez pas. Aimez, partagez et surtout laissez-moi des commentaires. Donc pour ce 7e épisode, c'est un épisode spécial. Je ne suis pas toute seule. Oui, effectivement, je suis toute seule pour enregistrer cette introduction, mais je vais être rejointe juste après par une invitée. En fait, je voulais inviter quelqu'un sur la plateforme pour qu'on discute ensemble. Pour cet épisode, j'ai eu la chance d'échanger avec la chef cuisinière végane Éline Bonin, auteure du livre Les bonnes choses, cuisine végane au fil du jour et également co-créatrice du site web Patates et cornichons. Éline a fait des études en hôtellerie et restauration en France. Elle habite maintenant avec son copain au Québec. Elle nous parle aujourd'hui de son parcours vegan et de comment elle a su repenser sa cuisine pour continuer à pratiquer sa passion qui est son métier. On a également discuté de diversité gustative. Elle nous parle aussi de comment reconstruire nos assiettes une fois qu'on devient végétalien. Et finalement, on a abordé un sujet un petit peu tabou qui est la non-parentalité. Et oui, vous vous demandez bien pourquoi est-ce qu'on s'est posé la question, pourquoi qu'on s'est mis à parler de non-parentalité. Si vous voulez savoir, restez à l'écoute, tout est dans l'émission. Dans les notes de l'émission, vous allez pouvoir retrouver le lien pour aller sur le site de Patates et cornichons, son compte Instagram et également les informations pour son livre de recettes. On a aussi parlé de livres, donc le lien aussi pour tous les livres vont être dans les notes de cet épisode. C'était la première fois pour moi que je recevais quelqu'un sur le podcast, donc je m'en excuse en avance, je suis en plein apprentissage. Le son est moyen par moment, je m'en excuse, puis vous allez voir au début, on a de la difficulté des fois à entendre la réponse de Éline à cause de la connexion et la distance. Bon, elle est à Montréal et moi je suis à Tokyo, donc c'est sûr qu'il y a un certain décalage par moment, mais plus l'enregistrement avance et plus vous allez voir le son s'améliore, donc c'est la bonne nouvelle. Même si par moment j'ai eu un petit peu de difficulté avec le montage à cause du son qui était moyen, j'ai eu beaucoup de plaisir en fait à réécouter cet épisode. Ça me fait plaisir d'entendre notre échange et j'espère que ça va vous plaire également. Donc sans plus tarder, je vous laisse à mon entretien avec Éline Bonin. Éline, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. C'est très gentil à toi de venir nous parler aujourd'hui. Je voudrais que tu nous expliques premièrement, c'est quoi ton cheminement vegan en fait? Comment tu es devenue végane, puis les raisons pour lesquelles tu es devenue végane? Alors, je suis devenue végane il y a 4 ans. En fait, quand j'ai rencontré mon conjoint, lui était végane depuis un moment. Moi, j'avais jamais parlé de ça, vraiment. J'avais peut-être rencontré une végétarienne et encore. Et j'ignorais complètement que des personnes refusaient de manger toutes les denrées animales, en plus pour des raisons politiques. Ça me paraissait très bizarre. Et lui, il écrivait des articles pour le blog du Huffington Post. Et à ce moment-là, il venait d'écrire un article à propos d'un fait divers qui s'était passé en France.
En fait, c'est Farid de la Mora, je crois, quelqu'un qui s'était filmé en vidéo en train de jeter un chat contre un mur. Et en fait, ça avait fait beaucoup réagir. Les Français étaient indignés. Ça a été énormément de réactions. Oh non, je comprends. Et Kevin avait écrit un article qui s'appelait Nous sommes tous des Farid de la Moralette, quelque chose comme ça. Et en gros, il expliquait que comme on n'avait pas besoin de manger des animaux, c'était une cruauté un petit peu gratuite, puisque inutile. Et on sentait les agissements de cette personne tout en payant quelqu'un indirectement pour tuer des animaux de manière inutile. Et donc, moi, j'avais jamais entendu parler de ça, donc j'arrivais vraiment là-dedans avec... lui, il avait des positions très politiques, très claires, très droites, en fait. Donc j'étais très curieuse, en fait, au début de me dire, ah bon, ça existe, quoi. C'était vraiment ça. Et je voyais pas... j'ai jamais été très amie des animaux, j'ai jamais été très chien-chat, tout ça. Donc je voyais pas la vache spécialement comme un animal. J'étais très produit du terroir. Donc je valorisais vraiment le soin apporté au choix du produit, etc. Le petit producteur local, tout ça. Donc ouais, je comprenais pas vraiment le problème avec le lait, par exemple, tout ça. Et en fait, ça m'a amené tout simplement un questionnement sur pourquoi les animaux sont est-ce qu'on en a besoin? Et comme je me suis rendu compte que non, puisque j'avais la preuve déjà avec Kevin qui était un gars vegan depuis des années qui va au gym 3 fois par semaine, donc déjà il n'avait pas l'air mourant en tout cas, donc je me suis rendu compte qu'on mangeait des animaux vraiment uniquement par habitude et par plaisir gustatif, et que tout le monde en plus s'accorde à dire qu'on ne doit pas maltraiter et tuer sans nécessité, et qu'on est tous incohérents sur ce point en fait. Et on a tous des valeurs de compassion, de bienveillance, d'altruisme, etc. Et que donc ça ne pouvait pas être rationnel dans ma tête en fait de continuer à manger des animaux tout simplement. Et ça n'a pas tout de suite été de l'empathie en fait. C'est très difficile d'avoir de l'empathie pour quelque chose qui est invisible. Donc moi je ne voyais pas les abattoirs tous les matins. Donc c'était pas... non, je pense que c'est difficile de tout de suite se sentir... c'était pas émotionnel en tout cas. C'était vraiment rationnel. Et puis même les l'impact que je savais à l'époque, donc par exemple l'impact environnemental de l'élevage, je ne savais pas que c'était aussi gros. Et donc ça n'a pas du tout été pour ça à la base, ça s'est venu bien plus tard en fait. Voilà. Donc je ne sais pas si tu te retrouves dans ces raisons, en tout cas toi dans ton parcours. Mais... Oui, vraiment, ça vient vraiment me chercher, mais tout ce qui est environnement et tout ça, moi aussi, ça a pris du temps. Je me retrouve vraiment là-dedans, mais ça a été côté éthique également. Pour moi, ça a été vraiment éthique. Dès que j'ai vu ça, j'ai dit c'est impossible. Une fois qu'on voit ça, on peut pas l'ignorer, en fait. Il faut que je fasse quelque chose. Puis qu'est-ce que je peux faire dès maintenant pour, en fait, contrer ça? Puis c'était justement d'arrêter des manger, d'arrêter de les exploiter le plus possible dans mon quotidien. Donc 3 fois par jour. Donc le fait de justement manger 3 fois par jour minimum, dépendamment des gens, c'était vraiment l'impact que je pouvais avoir le plus rapide, en fait, sur cette problématique-là que je venais de trouver. Moi, ça a été vraiment des vidéos chocs, en fait, qui m'ont... je suis un petit peu sadique parce que je m'exposais à ça volontairement, parce que je me suis dit, pourquoi il y a des gens qui sont aussi passionnés puis qui parlent de cruauté animale, puis qu'ils veulent les défendre, à un tel point qu'ils sont émotionnels, puis qu'il y en a qui pleuraient devant les caméras, il y en a qui s'emportaient. Puis je me disais, c'est impossible que quelqu'un s'emporte autant pour un animal, pour une vache, pour un cochon. Je me disais, pourquoi ces gens-là sont aussi passionnés, puis qui donnent autant de temps et d'énergie là-dessus. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, c'est parce que c'est affreux, c'est des milliards et des milliards d'animaux qui meurent, tous les jours. C'est vraiment pas facile, mais moi, je me suis exposée, j'ai été sadique, je me suis exposée jusqu'à temps que j'en pleure, puis j'en faisais des cauchemars, donc voilà. Mais c'est pas la technique pour tout le monde. Toi, ça a vraiment été un proche qui t'a vraiment sensibilisé à la cause, puis je trouve ça vraiment cool.
Ce que tu as parlé du terroir, puis des produits de qualité et tout ça. Et j'aimerais ça t'entendre sur comment ça a été pour toi, en fait, dans ta profession, parce que tu es chef cuisinière, comment ça a été de changer de la cuisine traditionnelle, j'imagine que c'était beaucoup française à l'époque, à la cuisine végane, en fait. Et, déjà, à explorer, je l'ai vu comme ça dès le début. C'était comme un défi en fait. Mhm. Et ça m'a beaucoup plu parce que c'était une nouvelle exploration. Mhm. Et je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de possibilités que j'ignorais et dont on m'avait jamais parlé pendant des années d'études Mhm. dans la cuisine française, dans des grands lycées très réputés, etc. Et en fait, on laissait de côté énormément de choses. Finalement, la cuisine française, c'est assez cloisonné à un certain nombre Mhm. d'ingrédients, de méthodes de cuisson, etc. Donc, ça a été vraiment en plus un terrain de jeu. Ouais, après, ce que je me suis dit à un moment, c'est que je compliquais quand même un peu mon métier, dans le sens où avant, les recettes étaient un peu toutes trouvées, parce que, je veux dire, il y a eu tellement de décennies de travail de plusieurs chefs qui sont passés par là que, en fait, maintenant, on a comme. Il y a des très bonnes recettes pour tout. Et Mhm. donc, on n'a presque pas besoin de les créer de A à Z. Alors, même si le plat ou le dessert en lui-même va être une création, on va Mhm. toujours piocher le sablé de telle personne, la recette de crémeux de telle personne. Et en cuisine végane, je me suis retrouvée en fait à devoir tout créer dès le début. Et c'est un petit peu plus compliqué pour la personne qui crée la recette. Après, par contre, c'est pas une cuisine qui est plus compliquée pour quelqu'un qui suit la recette, mais pour Mhm. la créer au début, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Par exemple, en pâtisserie, il y a quand même des ingrédients miracles qui sont d'origine animale, comme les œufs. Même si on peut très bien contourner le problème, et Mhm. maintenant on sait comment retrouver les propriétés des œufs avec Mhm. d'autres ingrédients. Mine de rien, c'est quand même nettement plus simple de casser un œuf dans un gâteau que de réfléchir à comment retrouver des propriétés. Mhm. Donc, je pense que ça a un petit peu compliqué les choses, mais en même temps, ça peut être plus valorisant aussi. Donc, voilà. Est-ce que, par rapport justement à ta profession puis à la cuisine, est-ce que par moment tu t'es dit, je délaisse ma culture, je délaisse mes racines, je mets tout ça de côté en fait en devenant végane? Je m'en suis pas vraiment rendu compte comme ça, non. Euh, Est-ce qu'on te le fait En sentir fait, autour je me de suis toi? plus dit que ça me laissait la possibilité. Non, pas tant. Non, non, même mon entourage, etc., a vraiment vu ça comme une opportunité. Aussi une opportunité de me démarquer Mhm. parce qu'il y a peu de chefs véganes finalement. Mhm. Donc je l'ai plus vu comme ça, ouais. Après, c'est plutôt comme ça, je pense que ça touche tous les véganes, plutôt dans les liens sociaux, où on a Mhm. l'impression un petit peu de perdre quelque chose Mhm. dans les réunions de famille, les Mhm. Noëls, etc. Au début, ça peut être un peu compliqué de se retrouver confronté à ça, mais pas dans mon métier spécialement. Non. OK. Mais c'est vrai, avec la famille, je te rejoins vraiment beaucoup là-dessus, en fait, parce que au début, tu te dis, ah, avec la famille, comment je vais faire, ou avec les amis. Mais plus que, en fait, tu réfléchis à la question, plus qu'il y a des solutions simples, puis de plus en plus à Montréal, moi, personnellement, quand je retourne à Montréal, j'y retourne à peu près une fois par année. Puis à chaque année que j'y retourne, il y a facilement 4 ou 5 ou 6 même restaurants de plus qui sont véganes. Donc, ça facilite la chose quand on mange à l'extérieur avec des gens. Puis, pour la maison, ben, vu que toi, t'es chef, peut-être que tu fais la même chose que moi. Moi, je suis loin d'être chef, là, pour être honnête. Mais ce que je fais habituellement, j'achète des trucs et je vais cuisiner chez les gens. Donc, j'arrive chez mes amis souvent, puis je vais avoir fait l'épicerie, puis je vais amener les trucs, puis je vais cuisiner sur place. Ou je vais m'assurer que, tu sais, je vais les texter, je vais dire, avez-vous ça, 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 puis je vais y aller, puis je vais cuisiner. Donc, avec la famille, les amis, j'essaie de faire ça le plus souvent. Si on se rencontre à l'extérieur, ben c'est sûr que le plus simple, c'est d'aller dans un restaurant 100% vegan, puis de leur faire découvrir que ça peut être bon et savoureux malgré... parce que c'est pas avec ma cuisine qu'ils vont voir que c'est très bon, là. Mais, donc, oui, c'est ça, c'est...
c'est toujours ce côté-là social, mais c'est un moment d'adaptation, comme tu disais avec les œufs. C'est la même chose, c'est un moment d'adaptation au niveau social, puis ça va devenir juste de plus en plus simple avec le temps. Je suis vraiment très, très confiante par rapport à ça. Est-ce que tu crois que le meilleur moyen de sensibiliser les gens à la cause animale, parce que tu te considères aussi activiste par rapport à tout ça, est-ce que tu penses que c'est par l'estomac? Qu'est-ce que c'est tes pensées par rapport à ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que tu peux nourrir un activiste par l'estomac, en fait. Ben, je pense que c'est pas suffisant parce qu'il y a plein de gens qui trouvent très bon des plats véganes ou des restaurants véganes sans pour autant arrêter ou réduire même leur consommation de viande. Donc, je pense que c'est vraiment pas suffisant. Mais en tout cas, c'est indispensable à côté pour proposer une alternative puisque le discours éthique, politique, il ne peut pas suffire puisque la personne va nous dire d'accord, très bien, mais maintenant, qu'est-ce que je fais dans mon quotidien? Donc, il faut aussi apporter une réponse pour changer ses habitudes, en fait. Mm-hmm. Non, je suis bien d'accord. Puis c'est ça, souvent, les gens vont dire, ben, qu'est-ce que je mange ou je sais pas quoi faire. Ou, Ils ont peur de perdre le plaisir gustatif, surtout en premier lieu. Donc, c'est vrai que faire de la très bonne nourriture végane, c'est aussi dire, regarde, c'est excellent ce qu'on mange, donc où est le problème, en fait? Oui. Est-ce que, c'est ça, parce qu'on en avait déjà parlé ensemble, est-ce que tu penses que c'est une fausse idée préconçue que les gens pensent que la cuisine végane, c'est plate, ça goûte rien, c'est fade? Et je sais que je crois dans ton livre, j'ai pas accès à ton livre pour l'instant, mais je crois que dans ton livre, tu fais aussi des recettes québécoises, tu fais pas juste des recettes françaises, tu fais des trucs que tout le monde peut faire, en fait. Ah oui, c'est ni français, ni rien. C'est ma cuisine. C'est juste des bonnes choses. Ouais, il peut y avoir plein d'influences. C'est vrai que moi, par exemple, j'adore la cuisine italienne, méditerranéenne en général. C'est vrai. Je suis bien d'accord. Les pâtes, là. Voilà. Il peut y avoir des influences asiatiques aussi, mais c'est plus rarement, on va dire. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal italien, français, voilà. Ça peut être un peu de partout, et puis c'est surtout en fait ce que moi j'aime, tout simplement. Donc avec ce que tu revendiques, oui, c'est ça, c'est pour revenir avec ce que tu revendiques, en fait, c'est vraiment pour montrer que c'est pas plate de manger vegan. Oui, parce que c'est vrai que ça c'est une idée tenace que c'est sans goût, alors que je vois pas en quoi les denrées animales proposent une plus grande diversité gustative. En fait, il y a vraiment une énorme diversité gustative dans le végétal. Il peut y en avoir une dans l'animal aussi. Mais quand même, je pense que si on devait vraiment réfléchir au nombre de saveurs, il y aurait une bien plus grande diversité dans le végétal. Puis le goût de la viande tient surtout au gras, en fait, parce que c'est sapide. C'est goûteux. Mais bon, après, le gras, ça peut être végétal aussi. Donc, c'est vrai, j'avais jamais vu le côté saveur, en fait. Mais oui, je l'avais... j'y avais pensé, mais j'avais pas mis le mot saveur dessus. En fait, souvent, les gens me disent, je vais me manquer le goût de la viande. En fait, je pense que les gens manquent plus la texture. Si on prend l'exemple de la viande, ou comme tu disais tantôt, avec les œufs, c'est difficile de reproduire une pâtisserie sans œufs, c'est plus simple de casser l'œuf et tout simplement. Donc la texture va être différente, ça je l'accorde, mais souvent dans le morceau de viande, qu'est-ce qu'on met dessus pour y donner le goût? Ça va être des épices, puis les épices c'est végétal. Donc... Ouais, puis ça va être le sel, le poivre déjà en premier lieu, donc, puis le gras en fait, c'est ça le goût c'est le sucre, le gras, le sel. Et le gras, donc, il y a des huiles, il y a des margarines maintenant, il y a tellement de choses qu'il n'y a pas... Ouais, non, je te comprends très bien par rapport à ça. Puis c'est ça qui est contradictoire, en fait. Les gens disent c'est le goût, mais en fait, je pense que c'est vraiment la texture qui pense que qui leur manque, en fait. Et puis, la composition du repas, en fait, ce qui pose le plus problème, c'est que les gens cherchent à remplacer la viande et du coup, ils se retrouvent avec des accompagnements. Mais parce qu'ils ont construit le repas comme une viande avec un accompagnement. Oui. Et on peut manger vegan comme ça, donc en mangeant, je sais pas, un steak de seitan avec des légumes. Mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment pas l'habitude maintenant de manger comme ça. Pour moi, un plat, c'est un plat complet. Donc, je sais pas, ça va être un plat de lasagne, ça va être, je sais pas, un gratin, une tarte salée, une salade.
Je sais pas, j'ai plein d'exemples, un plat de pâtes, peu importe, mais en tout cas, ça va pas être comme un élément avec un accompagnement. Oui. J'ai pas vu comme ça, en fait. Ouais. Et je pense que ça peut être difficile quand on a déjà du mal à trouver des idées de repas. Ça peut être difficile de, en plus, déconstruire la manière dont on voit le repas. Et je pense que c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec le nouveau guide canadien, en fait. C'est qu'ils ont essayé de montrer que oui, on peut utiliser des portions dans notre assiette, mais qu'en bout de ligne, il n'y a pas besoin d'avoir la pièce centrale qui est un morceau de viande et après ça, mettre des accompagnements, en fait. C'est vraiment par catégorie, mais vous pouvez mélanger n'importe quoi là-dedans, tu sais. T'es pas obligé d'avoir juste les patates pilées, les carottes à côté, puis le morceau de steak, là. C'est vraiment... ouais, je pense que ça a été vraiment un bon atout pour... la nutrition végétalienne. Là. Et je voulais sauter sur un autre sujet. Quand tu t'avais présenté la première fois à moi, tu m'avais parlé que tu voulais pas d'enfant et que c'était... tu dis, c'est peut-être pas ancré, là, tu me corrigeras si c'est pas vrai, là, que c'est pas ancré dans le béton, mais que pour l'instant, c'est pas quelque chose que tu aimerais avoir dans un futur proche. Ça a été quoi l'élément déclencheur pour toi? Puis c'est quand tu as réalisé que tu voulais pas avoir d'enfant? Peut-être. Je me souviens pas d'un moment particulier. En fait, dans ma vie en général, je pensais que je serais mère, mais sans vraiment me dire qu'un jour je ferais ce choix. C'était un peu comme c'est comme ça. Les gens deviennent parents, donc certainement que moi aussi. Mais je n'imaginais pas forcément le choisir volontairement non plus. Donc j'étais un peu comme dans un entre-deux. Puis j'ai commencé, je pense avec mon intérêt pour le féminisme, à comprendre que j'avais la possibilité et surtout la volonté de faire un choix éclairé sur soit avoir des enfants, soit ne pas avoir d'enfants, et que ça pouvait complètement m'appartenir comme décision. Et puis quand j'ai rencontré mon compagnon, on était un peu au même stade. On n'était pas des parents en devenir, mais disons qu'on n'avait pas du tout d'idée à arrêter ni l'un ni l'autre. On s'imaginait sûrement un jour être parents encore parce que c'est comme ça. Et puis c'est plus une réflexion après qui s'est faite à deux. On s'est rendu compte que déjà c'était pas un passage obligé pour notre épanouissement, ni un passage obligé pour un couple. On n'est pas un couple plus sérieux ou plus engagé parce qu'on fait des enfants. Je suis bien d'accord. Et aussi que c'était contraire à des convictions écologiques. En fait, c'est vrai que c'est un des pires trucs à faire quand même. Donc, et surtout, c'est plutôt aussi l'idée inverse, pas seulement que le monde a trop d'enfants, c'est aussi le fait que le monde n'est pas assez bien pour notre enfant aussi. Donc ça a été notre première réflexion. Mais on s'imaginait quand même peut-être adopter parce que déjà il y a plein d'enfants qui ont besoin d'être adoptés. Et ma meilleure amie a été adoptée, donc c'est important pour moi. Et disons qu'elle poursuit des rêves dans sa vie qu'elle n'aurait pas poursuivi si elle n'avait pas été adoptée, même si elle n'aurait pas forcément été moins heureuse. C'est une liberté qui lui a été offerte. Donc c'est important pour moi. Mais c'est vrai que maintenant on se rend compte que c'est tellement compliqué d'adopter que même avec toute la bonne volonté du monde, malheureusement c'est parfois impossible. Et la plupart des gens qui réussissent à se voir confier à un enfant, ils ont derrière eux 10 ans de parcours PMA et ils sont stériles, ils ont 38 ans, etc. Donc c'est vrai que... Et puis il faut aussi, dans la plupart des pays, être marié, catholique, hétérosexuel, baptisé, etc. Donc c'est très dans la religion, enfin la famille... religieuse, quoi. Donc compliqué. Mais bon, on a une vie très épanouie, très complète à nous deux, puis aussi individuellement chacun de nous. Donc on ne se sent pas du tout obligé d'ajouter un enfant là-dedans. Et en fait aussi, je me suis rendu compte en fait que
enfin, quand on est toute notre vie avant d'avoir des enfants, on n'a pas d'enfants, logique. Et donc, en fait, notre état normal, c'est d'être sans enfant, de base. On est tout seul, en fait. Tu n'es pas avec un enfant dans les bras. Et donc, notre état de base, c'est d'être sans enfant. Et quand on fait des enfants, on change ça. Donc, c'est un changement de vie. Alors que la plupart des gens considèrent que la norme, donc, c'est de faire des enfants. Et que donc, si toi, tu choisis de ne pas en faire, c'est que t'es bizarre et que tu fais un choix de vie bizarre. Sauf que pour moi, ça m'apparaît tout à fait naturel. J'ai toujours été sans enfant. Donc, rester sans enfant, ça me paraît être presque un non-choix. Enfin, le chemin tracé de la base. logique des choses, en fait. La suite logique. Ouais, c'est ça. Alors que faire un enfant, c'est une décision très lourde quand même. Enfin, je veux dire, c'est un engagement énorme. Et donc, je comprends pas que ce soit autant considéré comme anodin, normal, tout ça. Pour revenir à ce que tu disais que c'est un choix terrible aussi. Je pense que c'est le mot terrible que tu as utilisé pour l'environnement. Puis j'aimerais juste spécifier pour les gens qui écoutent que si vous avez des enfants, c'est pas... on dit pas que c'est quelque chose de mal, en fait. C'est que je pense que Éline, ce qu'elle essaie de dire, en fait, c'est que on voit pas l'impact que ça a de mettre un être au monde, en fait. Là, vite, par rapport à l'environnement, c'est une bouche de plus à nourrir, tu sais, les couches et tout ça, l'utilisation de l'eau, le pétrole, etc., etc. Bon, il y a plusieurs articles sur le sujet aussi qu'on pourrait lire. Donc, il n'y a rien de terrible à avoir un enfant. C'est vraiment juste l'impact que ça a sur l'écologie, sur l'environnement, ça. Puis, je suis bien d'accord avec toi, là. C'est vraiment quelque chose qu'on pense deux fois, je pense, une fois qu'on commence à embarquer dans tout ce mouvement-là écologique et l'impact qu'on a sur l'environnement. Selon toi, pourquoi c'est un sujet tabou de ne pas avoir d'enfants? Parce que les gens qui disent qu'ils veulent des enfants, on les remet jamais en question. Mais les gens qui veulent pas avoir d'enfants, souvent vont dire « Ah, ben tu vas voir, ça va changer avec le temps. » Je sais pas pourquoi ça dérange les gens, en fait. C'est vrai que c'est très bizarre. Je pense que ça les renvoie à leur choix à eux et qu'ils peut-être se sentent jugés. Ils ont l'impression... En fait, c'est un petit peu comme quand on achète de la viande. On a l'impression comme on fait comme la norme, la plupart des gens mangent de la viande, la plupart des gens font des enfants. On a l'impression de ne pas faire un réel choix déterminant. On a l'impression de suivre la vie, tout simplement. Et donc, quand on dit à quelqu'un que, par exemple, on ne mange pas de viande ou qu'on ne veut pas faire d'enfant, c'est comme si on lui disait « Hey, il y a un choix à faire et toi, tu n'as pas vraiment réfléchi à ce choix et ils se sentent jugés là-dessus. » C'est vrai. Et alors que de ma part, il n'y a aucun jugement. Ma belle-sœur et mon beau-frère viennent d'avoir un enfant il y a 2 mois. On l'aime plus que tout au monde. On est très heureux d'avoir un neveu. Bien sûr, il n'y a aucun jugement. Donc, et puis aussi, je pense que la femme, surtout, est encore très liée à la procréation dans l'esprit des gens. Et donc, c'est pour ça que ça, encore plus que pour un homme, c'est un peu... elle est bizarre, une femme qui veut pas d'enfant, elle est un peu sans cœur aussi, peut-être pour certaines l'instinct personnes. maternel, elle a pas l'instinct maternel, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, il lui manque quelque chose, quoi. Et c'est ça, pour revenir au tabou, en fait, c'est que j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup plus de femmes qui veulent pas d'enfants. Et c'est pas tout le monde qui se sent à l'aise de l'exprimer, en fait. Donc, on en avait discuté. Il n'y a pas beaucoup de sujets en français sur la parentalité, excusez-moi. Sur la non-parentalité, il n'y a pas vraiment de sujet, il n'y a pas vraiment d'endroit, si on fait des recherches sur Internet, il n'y a pas de grandes femmes qui proclament haut et fort « je veux pas avoir d'enfant, j'ai 30 ans, 35 ans, 40 ans et je suis décidée à pas en avoir ». Puis, justement, je pense que ça revient au tabou que, techniquement, la femme, elle est là pour avoir des enfants. C'est quelque chose de normal et que quelque chose qu'on s'attend inconsciemment de toi, en fait, de ta part. Mais plus qu'on va en parler, puis plus que ça va devenir quelque chose de normal. J'aime pas le mot normal, mais commun, en fait. Donc, mais il y a beaucoup plus de femmes. Ce sujet, il est quand même abordé, mais ça va être tout le temps sous l'angle de femmes qui n'aiment pas forcément les enfants ou qui n'ont pas d'intérêt pour les enfants, pour la parentalité, ou même un dégoût pour la grossesse, une phobie de la grossesse, ça existe. Et donc, c'est cool d'entendre parler quand même de ce sujet. Mais moi, je ne me retrouve pas forcément dans ces témoignages parce que
moi, je trouve ça passionnant, la parentalité, je trouve ça génial, les Mhm. enfants. Mais je veux pas faire un enfant parce que je trouve notre monde trop abîmé pour Oui, amener mon enfant dedans. Et ça, je trouve jamais vraiment d'autres femmes c'est vrai. comme moi. Et c'est ça qui me manque un peu. J'ai l'impression, je sais pas, j'aimerais me sentir moins seule. Non, c'est vrai, il y a pas... en fait, c'est les raisons, en fait, qui sont pas très Oui, diverses, là. Ça revient, comme tu dis souvent, parce que je veux pas souffrir, parce que j'ai peur d'être enceinte ou, bon, peur de l'inconnu, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que le côté écologique revient très peu souvent. Mais je crois que dans le monde vegan, dans les groupes que moi je suis en ligne, soit sur Facebook ou sur Instagram, je vois de plus en plus de gens qui en parlent justement, qui disent que eux veulent pas être parents, ils veulent pas mettre quelqu'un au monde parce que la planète, comme tu disais, va pas très bien, donc c'est peut-être pas le bon moment là, pour ça. Je voulais passer à tes lectures. Tu me dis que tu lis, tu as commencé à lire sur des sujets un peu plus engagés, donc sur le véganisme, l'antispécisme, l'écologie et même la cuisine. J'imagine que tu as sûrement lu ou des bons livres de cuisine à recommander. J'aimerais ça que tu me donnes 3 lectures qui t'ont vraiment marqué, soit dans ces sujets-là ou autres sujets, ça peut être sur autre chose aussi. déjà, le premier livre qui m'a marqué quand je suis devenue végane, en fait, c'est le livre de Martin Hubert, donc un auteur québécois, qui s'appelle Voir son steak comme un animal mort. Sous-titre, je crois que c'est Véganisme et psychologie morale. Donc, Mhm. ça parle vraiment de ça, des dissonances cognitives, vraiment de justice morale. Et il est assez court. Moi, j'ai du mal avec les gros livres d'éthique de 500 pages. Je trouve qu'à un moment donné, on a Oui, je suis compris le pareille. propos, quoi. Alors que là, c'est vraiment un petit livre, donc Mhm. du coup aussi abordable financièrement. Et puis qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter, qui est très clair, qui est écrit d'une manière très agréable. Martin Gilbert, il se présente comme étant lui aussi pas spécialement un ami des bêtes. Mhm. Et il dit dès le début, en fait, il explique très simplement que ce n'est pas nécessaire de se nourrir avec les animaux, qu'on sait aujourd'hui que c'est cruel et que donc on ne devrait pas continuer. Et en fait, c'est tellement presque mathématique comme raisonnement Mhm. que moi, ça m'a beaucoup parlé. C'est très rationnel Oui. et c'est ce qui m'a le plus marqué. Ouais. Et sinon, dans la même lignée, je conseillerais Vache à lait d'Élise Desaulniers, qui est aussi une auteure québécoise. Donc là, elle, elle remet en question tout ce qu'on croit de l'industrie laitière et elle explique pourquoi le Mhm. lait est un problème Mhm. éthique, etc. Très intéressant, et puis pareil, c'est assez court, c'est très bien écrit, ça se lit très vite, etc. Donc c'est vraiment très accessible. Et en dernier, pour le côté plus écologie, Oui. je dirais Planète Vegan, Oh, penser, manger et agir autrement je l'ai. de Quelqu'un me l'a Ophélie donné. Bernard. Oui, quelqu'un me l'a donné. Je l'ai même pas encore lu. Faudrait que je m'y mette. C'est vrai. Oui, mais c'est cool de savoir que c'est un bon livre. Ouais, Ophélie Bernard, c'est une Française qui est Mhm. chercheuse mince, en quoi? Je me En souviens plus non sociologie. plus. Ouais, il est écrit sur son quatrième de couverture, je me rappelle plus. Mais bon, je mettrai les liens dans la barre d'infos, là. Je vais pas dire. Ouais. Et du coup, c'est plus l'aspect écologique qui est Mhm. abordé. Donc, ça complète bien voir son steak comme un animal mort qui est vraiment sur la justice morale. Donc, les deux se Mhm. complètent bien. Ah, cool. Ouais, ben c'est bon, ben je vais m'y mettre à le lire, là, je pense, bientôt. Parce que je l'avais qui traînait dans ma bibliothèque, mais j'osais pas le lire. Il y a tellement de livres que je veux lire en ce moment. Mais je suis comme toi, je suis pas Ça capable me de fait lire ça. des grosses briques. Il faut que ça soit maximum 300 pages dans le livre parce que sinon, je laisse ça de Ouais. côté, là. En parlant de livres, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut trouver ton livre de cuisine, justement? Alors, au Québec, il est très momentanément en rupture de stock et Oh il va oui! sortir dans une nouvelle version, Ah, dans une cool! version québécoise avec les mesures en place, ajoutées, etc. Mhm. Fin août, dans toutes les bonnes Fin librairies. août?
Parfait. Dans toutes les librairies. Donc, quelqu'un qui va aller au coin de chez eux. Oui, n'importe où, normalement, sera disponible très largement. Et sinon, pour la France, Belgique, Luxembourg, Suisse, c'est sur mon site internet, donc patatecornichon.com. Et voilà, sinon pour suivre la sortie du livre au Québec, je vais certainement donner la date prochainement sur Instagram, Patate et Cornichons. Parfait. Donc, merci beaucoup, Éline, d'avoir accepté mon invitation. Ça m'a fait plaisir de parler avec toi. J'ai beaucoup appris. Puis j'espère que les gens qui nous écoutent ont beaucoup appris aussi. Puis, moi, je vais venir te voir peut-être aux fêtes à ton petit restaurant. Super. Merci.